Comment ça, on ne veut pas le servir? Faites-le venir à ma table. À votre table? Monsieur Molière, asseyez-vous. Bonsoir. Ce jour-là, à Versailles, les courtisans n'en croient pas leurs yeux. Louis XIV, le roi Soleil, le plus grand roi du monde, qui a l'habitude de prendre ses repas tout seul, invite à sa table un convive inattendu. Un artiste, un comédien, un auteur de pièces souvent irrévérencieuses, un invité qui n'est ni prince du sang, ni même aristocrate, Molière. Le geste est si incroyable que même aujourd'hui, les historiens en contestent l'existence. Mais Molière n'est pourtant pas n'importe qui. S'il se moque de la bourgeoisie, des médecins, des précieuses ridicules et même de la religion des dévots, il peut se flatter d'avoir le grand roi pour défenseur. C'est l'un des mystères que nous allons découvrir ce soir. Le destin d'un génie du théâtre dont les pièces sont mondialement connues, mais la personnalité reste pleine de zones d'ombre. Ce soir, nous allons partir sur les traces de Molière depuis cette institution qu'il a laissée en héritage, la Comédie Française. Nous sommes au XXIe siècle. 400 ans se sont écoulés depuis son baptême. Et pourtant, on continue de s'interroger. Pourquoi Jean-Baptiste Poquelin, fils de la bourgeoisie parisienne, a-t-il choisi de devenir Molière au gré d'un incroyable périple avec sa compagnie dans les provinces de France? Comment a-t-il réussi à se placer sous la protection de Monsieur, puis de son illustre frère Louis XIV, des salons du Louvre jusqu'à Versailles? Pourquoi s'est-il fait tant d'ennemis au cœur de ce XVIIe siècle dont il a si bien cerné les contours dans ses pièces que certains d'ailleurs lui reprochent de ne pas avoir écrites? Comment Molière a-t-il révolutionné les arts de son temps en compagnie du maestro Jean-Baptiste Lully entre Vaux-le-Vicomte et Chambord? Qui étaient les deux grands amours de sa vie, Madeleine et Armande Béjart? Pourquoi a-t-il épousé et défendu la cause des femmes? Enfin, comment est-il entré dans l'éternité après une ultime représentation de son malade imaginaire? L'histoire de Molière, c'est celle d'un homme au sans visage, audacieux et insaisissable. Très tôt, il réalise que sa vocation, c'est d'écrire et de jouer son époque sur les planches. Qui de mieux qu'un grand comédien de théâtre, amoureux des mots de Molière, pour nous aider à le comprendre? Dans Les Femmes savantes, il y a un silence, il y a peut-être dramaturgiquement un des plus grands quiproquos arrondis, puissants, efficaces, éternellement drôles. Il y a un valet au moment de cette scène qui arrive et qui dit « Il y a quelqu'un qui veut vous voir, c'est un pote à Trissotin, il s'appelle Vadius. » Et là, Trissotin qui est là va lui dire « Avez-vous vu certains petits sonnets sur la fièvre qui tient la princesse Uranie ?» Il est en train de proposer sa dernière création. Hein. Vadius va répondre « Oui, hier il me fut lu dans une compagnie. Vous en savez l'auteur ? » Non, mais je sais très bien qu'à ne le point flatter, son sonnet ne vaut rien. Beaucoup de gens pourtant le trouvent admirable. Ça n'empêche pas qu'il ne soit misérable. Et si vous l'avez vu, vous serez de mon goût. Je sais que là-dessus, je n'y suis point du tout. Regardez bien la langue de Molière. Je sais que là-dessus, je n'y suis point du tout. Ça y est, on sent la vexation. Hein. Je sais que là-dessus, je n'y suis point du tout. Je sais que là-dessus, je n'y suis point du tout et que d'un tel sonnet, peu de gens sont capables. On me préserve le ciel d'en faire de semble. Je soutiens qu'on ne peut en faire de meilleur. Et ma grande raison, c'est que j'en suis l'auteur. Vous, ce silence-là, c'est vraiment du Molière. Molière n'a pas seulement révolutionné le théâtre, il a aussi surpris ses contemporains dans sa façon de mener sa vie privée. En ce jour d'hiver 1662, dans cette église parisienne,
Molière vit l'un des plus grands moments de sa vie d'homme. Il épouse l'élu de son cœur, une toute jeune femme dont il est fou amoureux. C'est très émouvant de se retrouver dans cette église et de se dire que les dalles sur lesquelles nous marchons sont les mêmes sur lesquelles Molière et Armande se sont avancés vers l'autel. Face au prêtre qui les unit, les deux tourtereaux ne s'entourent que de quelques proches. Molière a souhaité un mariage discret, et pour cause. Dans les rangs de sa propre famille, les commérages vont déjà bon train. Le jour du mariage, il y a un premier paradoxe, c'est l'union de deux comédiens dans une église. Donc déjà, il faut quand même comprendre qu'à l'époque, l'excommunication frappe les comédiens, puisque les comédiens font semblant, donc disent des mensonges, concurrencent la parole divine en quelque sorte. D'autant plus que ce mariage est absolument vécu comme un scandale. Molière, 40 ans, épouse une jeune fille de 20 ans. Cette jeune femme s'appelle Armande Béjart. Molière l'a vue grandir dans sa troupe, aux côtés de sa mère, Madeleine Béjart, le premier grand amour de sa vie. Après avoir vécu une histoire passionnée avec la mère 20 ans plus tôt, Molière épouse donc la fille. C'est aussi scandaleux que quand Woody Allen a épousé Sougny Prévin, qui était la fille adoptive de Mia Farrow, en quelque sorte. Donc, voilà. Il était passé de la mère à la fille. La nouvelle fait grand bruit dans tout Paris, car épouser la fille d'une ex-compagne est à l'époque interdit par l'Église. Mais l'histoire est plus complexe encore qu'il n'y paraît. Cette union est nimbée de mystère, car sur l'acte de mariage, Armande n'est pas déclarée comme la fille de Madeleine, mais comme sa sœur. Pour connaître la vérité, il faut remonter 20 ans en arrière. Madeleine Béjart, comme la plupart des comédiennes de l'époque, bien sûr, avait un amant. Cet amant, il s'appelle Modène, un des personnages les plus hauts du royaume de France. Il a donc une famille. Mais le problème, c'est que Madeleine Béjart tombe enceinte. Elle est donc toute jeune. Elle ne veut absolument pas avorter. Esprit Raymond, comte de Modène, refuse de reconnaître cet enfant. Donc Armande est une fille adultérine. Il faut un père et une mère à cet enfant. Et on va choisir les grands-parents. Ce sont donc Joseph Béjart et Marie Hervé, ses grands-parents, qui vont être inscrits sur les papiers de baptême d'Armande en tant que parents. Pourquoi l'a-t-on baptisée en 1653-54 ? Parce que désormais, elle était assez grande pour qu'on ne cherche plus à savoir quand est-ce qu'elle était née exactement. Et lorsque Molière se marie avec Armande, eh bien, il faut jouer sur la fiction. La fiction, c'est que depuis le baptême de 1653, Armande, c'est la fille de Marie Hervé et de Joseph Béjart. En coulisses, nul ne doute de l'identité d'Armande. Elle est bel et bien la fille de Madeleine, ce qui fait de Molière un ex-beau-père à la merci de la calomnie. Tout le monde dans le milieu savait que Molière avait épousé la fille de Madeleine Béjart. Il y en a même qui plaisantaient sur le fait, mais du coup, ce serait pas sa propre fille qu'il aurait épousée. Donc l'idée, c'est de discréditer totalement le comédien, même de le faire arrêter, emprisonner. Il faut le détruire totalement. Une lettre dégueulasse arrive sur le bureau du roi pour dire Armande est la fille de Molière, c'est de l'inceste, donc 20 ans de galère. Signé un ami qui vous veut du bien, Montfleury. Bon. Donc en fait, qu'est-ce que voulait Montfleury? C'est obliger Molière à demander une dispense auprès du pape transmise par le roi. Donc il voulait embêter Molière, tout simplement. Et que répond le roi? Eh ben, je serai témoin du mariage. Ça, c'est très fort. Pourquoi il n'y a eu aucune conséquence? Parce qu'officiellement, ils étaient tranquilles. Les actes de baptême de la petite et l'acte de mariage de Molière disaient qu'elle était non pas la fille de Madeleine, mais la fille de Marie Hervé, la grand-mère, et que donc, sur le plan légal, tout était nickel. À 40 ans à peine, Molière a réalisé ses deux rêves les plus chers, se marier et vivre du théâtre. Et un nom, un seul, est attaché à ces deux succès, celui des Béjart, Armande et Madeleine. Avant qu'elle n'entre dans la vie de Jean-Baptiste Poquelin, qui aurait parié sur un tel destin? C'est ici, en plein cœur de Paris, dans le quartier des Halles, que Jean-Baptiste voit le jour dans un appartement cossu, situé à l'angle de la rue des Vieilles Étuves et de la rue Saint-Honoré. À quelques pas seulement de l'église Saint-Eustache,
où il est baptisé le 15 janvier 1622. Jean-Baptiste Poquelin est le fils d'un tapissier et d'une jeune femme qui appartient aussi à la bourgeoisie parisienne. Il naît dans une famille assez austère qui obtient la charge de tapissier du roi et il grandit dans ce quartier des Halles qui est extrêmement animé. Il y a des marchands, il y a aussi des prostituées qui doivent se cacher dans les coins, il y a des curés, il y a des bourreaux, il y a des repris de justice. Sous ces fenêtres, il y a le carrefour du Trahoir. C'est un endroit où se trouve une potence où les bourreaux peuvent venir punir, pendre, voire tuer des personnes qui se sont rendues coupables. Ça grouille. Il faut imaginer que le petit Jean-Baptiste Poquelin voit la vie comme une pièce de théâtre permanente. Durant son enfance plutôt confortable, le jeune Jean-Baptiste est sensibilisé au théâtre par son grand-père. À quelques mètres de chez lui, dans la résidence des ducs de Bourgogne, se trouve l'une des toutes premières salles parisiennes de l'époque, dont il ne reste aujourd'hui qu'une petite partie, la tour Jean sans peur. On se trouve ici dans un lieu typique de l'architecture du Moyen-Âge, avec ses immenses pierres de taille et ses croisées d'ogives monumentales. Et ce lieu, qu'a donc connu Molière, était le plus grand théâtre parisien de son enfance. Et il y allait, probablement dès l'âge de 9 ans, avec son grand-père. Ce gosse qui est donc dans les places les moins chères, il est là, il regarde et il voit donc ces acteurs qui jouent de la façon suivante. N'en doutez point, bien riche, malgré ses injustices, c'est ma mère. Voilà exactement le théâtre du XVIIe. Et ce gosse-là déteste donc cette représentation totalement stupide. Jean-Baptiste admire en revanche à la sortie du théâtre les artistes du Pont-Neuf aux abords de la Seine. Et c'est une révélation. Il voit sur des tréteaux les Coluche, les Fernand Reynaud, les Gad Elmaleh, les Danny Boone, les Jamel Debbouze de l'époque, c'est-à-dire les bâcleurs du Pont-Neuf, sur des tréteaux pour que les milliers de gens hurlent de rire. Et là, qu'est-ce qu'il voit? Il faut bien le comprendre. Le choc de sa vie. Eux font des compositions de personnages. Donc tout d'un coup, il se dit, mais c'est comme dans la vie. Dans un premier temps, comme tout bon fils de famille bourgeoise, Jean-Baptiste Poquelin suit tout de même des études chez les Jésuites, au collège de Clermont. Mais il a la tête ailleurs. Et bientôt, une rencontre va le faire basculer. L'élément déclenchant qui a très probablement poussé notre Jean-Baptiste Poquelin vers la comédie, c'est sa rencontre avec Madeleine Béjart. D'abord, les Béjart, c'est une famille. Il y a Marie-Hervé, la mère, qui tient un peu tout le monde. Il y a Geneviève, il y a le frère Boiteux. Et puis, il y a Madeleine, la grande rousse, comme on dit. Elle est splendide. Elle rêve d'être une grande comédienne de l'Hôtel de Bourgogne. À 15 ans, elle était capable d'écrire des vers. On savait qu'elle chantait bien, elle dansait bien, elle jouait de toutes sortes d'instruments et elle avait une conversation extrêmement agréable. C'est-à-dire, elle a été programmée pour devenir une grande courtisane. Séduit donc par Madeleine Béjart, Molière, il a peut-être sa première nuit d'amour avec une femme entre ses bras. Madeleine initie le jeune Poquelin à l'amour et fait aussi naître en lui une envie irrépressible de jouer sur les planches. Le 30 juin 1643, Molière et Madeleine ont un rendez-vous qui va changer leur vie. Ils sont au comble de l'émotion et de l'excitation. En ce jour, ils réalisent leur plus grand rêve, créer leur propre troupe de comédiens. Ensemble, en présence d'un notaire, ils officialisent enfin la naissance de l'illustre théâtre. Juin 1643, on a l'acte constitutif de l'illustre théâtre. Et il va donc chez un notaire signer cet acte. Et au moment de signer, il commence par signer Poquelin, non. Et il met Molière. Pourquoi Jean-Baptiste Poquelin se fait-il appeler Molière? Il n'en a rien dit. Molière, est-ce une référence aux lierres qui serpentent sur les murs? Est-ce le nom d'un village comme ceux des tragédiens Montfleury ou Floridor? Molière, est-ce la roche meulière dont on fait les maisons? Ou un mot gravé à l'époque sur une pierre des Champs-Élysées? Ou encore le nom d'un auteur libertin? À chacun son hypothèse. L'entrée du théâtre se trouvait juste ici. Et on voit encore la plaque où on peut lire « Ici s'élevait le jeu de paume des métayers,
où la troupe de Molière ouvrit en décembre 1643 l'illustre théâtre. Alors c'est beaucoup d'audace parce que il y a déjà 2 compagnies qui sont bien installées, le théâtre de Bourgogne, le théâtre du Marais, et ils vont profiter à un moment donné d'un incendie, l'incendie du théâtre du Marais, pour lancer leur affaire. Puis, patatrac, octobre 1644, le théâtre du Marais rouvre avec la plus belle salle de Paris, en décoration, en machinerie, etc., etc. Et on s'aperçoit là, d'après les témoignages du concierge de leur théâtre qui va les poursuivre en justice, qu'il n'y a plus personne qui vienne dans la salle. Molière, qui a investi l'héritage de sa mère dans son théâtre, se retrouve en prison pour dette. Son père les paye et le fait libérer. Mais pas question de renoncer. Si Paris n'a pas applaudi, Paris n'est pas toute la France. Très vite, Molière trouve une nouvelle opportunité, loin de la capitale. Car au XVIIe siècle, le cardinal de Richelieu encourage les comédiens à diffuser le théâtre dans les campagnes les plus reculées. Il va envoyer 1000 comédiens sur les routes de France. Ce que veut Richelieu, c'est d'imposer en quelque sorte le rayonnement de la langue française sur l'Europe. Et ces troupes sont en fait des porte-paroles, aussi bien de pouvoir politique que de pouvoir religieux. Molière se lance alors avec sa troupe dans un incroyable périple et traverse les plus belles provinces du royaume. En 1649, il est en Guyenne, dans le sud-ouest de la France, au château de Cadillac. Château très luxueux, fastueux, qui a été édifié au début du XVIIe siècle. Il était compris dans un vaste domaine qui comprenait un jardin à la française à l'arrière, un grand parc, des écuries, un manège, une salle de jeu de paume et plus tard une orangerie. Dans les belles boiseries de ce château, le jeune Molière trouve son premier protecteur, Bernard de Nogaret de la Valette, duc d'Épernon. Et ce n'est qu'un début. Bientôt, il est appelé plus à l'est, dans le Languedoc. Avec Molière, on est loin de l'image d'Épinal du pauvre saltimbanque sans le sou, car son théâtre n'intéresse que les élites provinciales. En 1653, le voici à Pézenas. Il se produit alors à la Grange des Prés, le magnifique domaine du prince de Conti. Armand de Conti, qui est le frère du Grand Condé, un personnage assez complexe, ambigu, bossu physiquement, amoureux de sa sœur Madame de Longueville, prince du sang, qui est même dans la succession du trône. Si jamais Louis XIV meurt, il est des héritiers présomptifs de la couronne. Conti est très puissant quand même, sur toute la région, hein, toute la Gironde, enfin jusqu'à la Provence. Immédiatement séduit par la personnalité de Molière, le prince lui apporte toute son affection, mais aussi son précieux soutien financier. Le séjour de Molière à Pézenas est démontré par des documents exceptionnels signés de sa main. Il s'agit de 2 quittances où Molière atteste avoir reçu des sommes d'argent. Alors, le premier document date du 17 décembre 1650. J'ai reçu de monsieur de Penautier la somme de 4000 livres ordonnée aux comédiens par messieurs des États. Le deuxième document date du février 1656 et le document est signé Molière. Donc là, réellement, c'est complètement irréfutable le fait que Molière ait bien été à Pézenas, puisqu'il a touché de l'argent pour des représentations données à cette époque. Sous la protection de Conti, Molière ose désormais se lancer dans l'écriture de ses propres pièces alors qu'il fréquente les auberges de Pézenas. Aux côtés de Madeleine Béjart, il apprend à observer ses contemporains à la loupe. Et tout l'inspire, même l'incident le plus anodin. Un client éméché et avare qui refuse de payer son verre, c'est du pain béni. Immédiatement, Molière est capable de l'imiter et d'en faire un personnage comique qui fait rire sa chère Madeleine. En réalité, lors de son séjour à Pézenas, tout l'inspire. Là, vous avez la maison du barbier Gély. C'était le grand ami de Molière. Et il avait dans sa boutique ici.
Là, c'était un lieu où les gens aimaient bien papoter, raconter les affaires de la ville, raconter les faits divers de la commune, etc. Mais en plus, le Barbier gelé avait pignon sur cette place. Molière avait un poste d'observation extraordinaire. Rappliquait ici les maraîchers de la ville, les vignerons, les belles dames qui se promenaient, les médecins qui cherchaient des clientèles. En plus, entendre les Pucénois raconter les faits de la semaine avec l'humour aux lèvres. Et c'est dans cette ambiance que Pézenas a rencontré Molière et que Molière a rencontré Pézenas. Marcel Pagnol a dit des siècles plus tard: si Jean-Baptiste Poquelin est né à Paris, Molière est né à Pézenas. Partout où il passe, Molière crée l'événement. Mais son protecteur, le prince de Conti, se détache soudainement de lui. Le prince de Conti, qui était un libertin notoire, n'est-ce pas? Il couche avec une femme et il attrape la syphilis. Donc, le prince de Conti est en proie à des maux qui sont terribles, notamment des maux de tête. Enfin, il a des soins qui sont absolument de véritables tortures. Et là, il rencontre l'évêque d'Alais, qui va devenir son confesseur. Et comme on vit dans un siècle où il faut faire attention au salut de son âme, voilà, l'évêque d'Alais va orienter le prince de Conti vers moins de plaisir, moins de débauche. Parmi les plaisirs, le théâtre figure en tête de liste. La sentence du prince de Conti ne se fait pas attendre. Conti fait voter la fin des subventions aux comédiens. Désormais, ceux des députés qui vont aller au théâtre, ils paieront leur place, mais les invitations gratuites avec subvention, c'est terminé. Donc la manne qui chaque année complétait plus que largement les revenus de la troupe, elle cesse d'un coup. Ces 12 années passées à sillonner les routes de France permettent à Molière d'acquérir une certaine notoriété. Mais de retour à Paris, c'est un autre public qu'il va lui falloir conquérir. Avant d'entrer à la Comédie Française, prenons ici le pouls du Paris de Molière dans les jardins du Palais Royal. Nous sommes dans son quartier, celui où il est né, celui où il a triomphé et celui où il est mort. À l'origine, il y avait ici un petit bois où Louis XIII chassait la pie. De l'époque de Molière, il ne reste ici que cette galerie des proues, ces proues de navires accrochés au mur. Nous nous trouvons juste en dessous de l'actuel ministère de la Culture et du Conseil d'État. Au bout de cette galerie se trouvait la salle du Palais Royal où Molière et sa troupe s'installent en 1661. Bonsoir Claude Mathieu. Bonsoir. Merci de m'accueillir. Vous êtes la doyenne de la Comédie Française depuis 2017. Le premier doyen de la Comédie Française, c'était Molière, dont on célèbre chaque année la date du baptême, le 15 janvier. Que se passe-t-il en général le 15 janvier à la Comédie Française pour célébrer cet anniversaire? Alors, chaque année, le 15 janvier, après la représentation du soir, du jour, toute la troupe arrive sur le plateau. C'est le seul moment dans l'année où toute la troupe est là, ensemble, c'est-à-dire que tout le monde se prépare pendant le spectacle et on va tous arriver sur la musique de Lully et on va tous donner une phrase de Molière. On a tous choisi une phrase de Molière que nous disons chacun à notre tour. Alors c'est un moment assez magique parce que justement c'est exceptionnel que les environ 60 acteurs soient là ensemble et le vivent comme un moment assez excitant. On honore en quelque sorte le fondateur. Voilà, exactement. Et on lui rend hommage. Et vous avez choisi votre phrase? Pas encore. On va nous le rappeler régulièrement. Merci beaucoup, Claude Mathieu.
Et voilà, nous arrivons dans ce foyer bien connu du public qui attend ici chaque représentation française. Tous les grands du théâtre sont là, en particulier Racine, Corneille et Molière qui trônent en majesté, représentés par ce buste de Houdon. La Comédie Française a été créée le 21 octobre 1680 sur ordonnance royale de Louis XIV, un souverain empreint de culture dont la protection ouvre toutes les portes, comme Molière va pouvoir s'en rendre compte. Palais du Louvre, 24 octobre 1658. Aujourd'hui, Molière joue son avenir sur un coup de dé. Enfin, il va se produire pour la première fois devant Louis XIV. Ce moment dont il a tant rêvé a été rendu possible par celui qui est devenu son protecteur depuis son retour à Paris en 1658. Le jeune Philippe d'Anjou, frère unique du roi, il doit faire comme les plus grands princes d'Europe, c'est-à-dire avoir une troupe de théâtre. Et quelle troupe? Eh bien, on se renseigne. Quelle est la meilleure troupe dans les parages? C'est la troupe, l'ancienne troupe de Conti, qui est là. Monsieur est très fier, bien entendu, d'avoir sa troupe à lui. Et Molière, évidemment, est aux anges, puisqu'il est là devant le second personnage du royaume, de l'État. C'est l'héritier direct de Louis XIV. Mais ce soir, c'est Louis XIV et personne d'autre qu'il s'agit de convaincre. Molière est envahi par le trac, car le jeune roi est un spectateur très averti. Louis XIV va baigner dans le théâtre dès la plus tendre enfance. Mazarin est féru de théâtre, Anne d'Autriche est férue de théâtre, Monsieur est féru de théâtre. Et la tragédie, puisque c'est le genre noble, la tragédie est un passage obligé de la vie quotidienne de la cour. Pour mettre toutes les chances de son côté, Molière choisit justement d'interpréter une pièce du roi de la tragédie, Corneille. L'ambiance est solennelle, le cœur de Molière bat la chamade. Alors nous voici dans la salle où Molière, pour la première fois, a joué devant le roi Louis XIV, la salle des Cariatides, ici au cœur du Louvre. Alors vous voyez que cette pièce est sublime, c'est un des plus beaux lieux du Louvre de la Renaissance. C'est une pièce publique, hein, une salle des gardes, mais qui est aussi une salle de bal pour la représentation, les concerts, la musique, les divertissements du roi. Et il y a ce décor de Jean Goujon, du sculpteur, avec ces figures, ces cariatides, donc ces figures de femmes, qui tiennent cette tribune où s'installent les musiciens. Et on a donc un chef-d'œuvre qui a servi de cadre à Molière. C'est un moment clé car le roi attend d'être conquis finalement. Le roi se consacre à ce moment-là à ses plaisirs et donc Molière évidemment a sa carte à jouer dans ce domaine et il va venir alors d'abord jouer une tragédie. On la joue de façon différente de ce qui se faisait ordinairement, c'est-à-dire sans grande déclamation, de façon plus naturelle comme le préconisait Molière. Et là, ça se passe pas bien. Pourquoi ? Parce que le roi qui connaît la pièce, il l'a déjà vue 3 ou 4 fois, aujourd'hui il la comprend. Parce qu'on ne roule pas les airs, on n'appuie pas sur la rime et les mystiches, on parle comme ça. Et si vous lisez Nicomède, c'est une leçon de morale politique qui est quand même terrible. Toute la cour comprend, tout le monde se regarde en disant « mais comment il va réagir ?» Se lever, c'était faire un scandale. S'endormir, c'était indécent. Interrompre, c'était impossible. Il a ce geste royal formidable. Il bâille. Et à ce moment-là, toute la cour va se mettre à bâiller. Molière est dépité. L'échec est cinglant. Mais il va avoir droit à une deuxième chance, car Monsieur, le frère de Louis XIV, sait que ses années passées en province l'ont doté de talents multiples. Mon cher ami, s'il vous plaît, faites-nous une de vos farces. Et là, Molière se présente devant le roi en disant « Écoutez, maintenant je vais vous présenter une de ces petites comédies qui, en province, marche très bien. » Mais une comédie qui, en province, marche très bien, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est l'une des comédies qui rassemble la France, qui rassemble le peuple français, qui rassemble la langue française. C'est peut-être l'une des comédies imposées par Richelieu. Et à ce moment-là,
Molière fait cette spectaculaire improvisation, enfin il part un peu dans tous les sens, et là tout le monde rit, et le roi rit, mais aux larmes. Molière a réussi. Il a gagné la confiance de son roi. Un premier privilège lui est d'ailleurs accordé. Pour faire rire Louis XIV, il dispose désormais d'un théâtre gratuit, le Petit Bourbon, qu'il partage avec les comédiens italiens. Mais à l'époque, ça tombe bien parce qu'on ne joue pas tous les jours. On joue les jours ordinaires de comédie. Mardi, vendredi, dimanche. Et donc la troupe de Molière, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va prendre les jours extraordinaires. Mercredi, jeudi et samedi. Et c'est tout l'intrusion de la commedia dell'arte dans les pièces de Molière qui déboule à ce moment-là dans le répertoire. Scaramouche, Pantalon, Colombine, Arlequin. Donc ce sont des vraies marionnettes vivantes, mais contrairement aux autres, leur corps parle pour eux. Non pas le visage, mais le corps, des faux nez, c'est le corps qui parle pour eux. Et ça, il l'a retenu. Molière développe son art de la comédie. Mais pour plaire au roi, il dispose aussi d'un autre atout qui lui donne une longueur d'avance sur ses concurrents. Premier trimestre 1660. En ce jour, Molière endosse un nouveau rôle au service de Louis XIV, valet tapissier de la chambre du roi. Une charge acquise et exercée à l'origine par son père, Jean Poquelin, puis par son frère, mais celui-ci vient de disparaître. Un trimestre par an, Molière doit donc accompagner, suivre et organiser l'aménagement de la chambre du roi d'un château à l'autre, puisqu'à l'époque, Louis XIV n'habite pas encore Versailles. Molière accomplit sa tâche avec un grand enthousiasme. Non seulement elle lui permet de porter le titre très honorifique d'écuyer, le premier rang de la noblesse, mais surtout, elle lui donne un accès direct au roi. Molière a maintenant ses entrées à la cour. Nous sommes ici dans une chambre de Louis XIV à Versailles et c'est dans ce type d'espace que se déroulait tous les matins la cérémonie du lever du roi. L'organisation de la chambre est quelque chose de très complexe. Ce sont des centaines de personnes qui servent le roi. Un premier valet de chambre, des valets de garde-robe, des huissiers, etc. Donc c'est toute une mécanique, une sorte de ruche qui gravite autour du roi et Molière est un de ces éléments. Les 150 personnes qui sont ici tous les matins, ce sont non seulement évidemment le personnel de la chambre, mais ce sont aussi toute la fine fleur de la cour. Donc on a là tous les marquis, on a là tous les ducs, on a là tous les ambassadeurs. Et Molière est là et les observe et voit comment chacun se pousse du col et il explique la manière de prendre le siège du fauteuil du roi comme une véritable place forte. Et il explique qu'il faut soulever son chapeau pour se montrer auprès de l'huissier en disant « Monsieur » pour « Monsieur Rintel », etc. Donc on a un véritable terreau social dans lequel Molière peut creuser véritablement toute sa matière pour l'écriture de ses pièces. Dès lors, Molière ne quitte plus le roi. Il le sert comme comédien l'après-midi et comme valet le matin. Louis XIV va apprécier énormément qu'il tienne ce rôle sans le dépasser, sans être ni l'ami, ni le comédien, ni le metteur en scène, ni l'auteur. Il est le valet. En revanche, lorsqu'il s'agit de mettre en scène, là, il va se passer une grande complicité entre les deux. Il faut savoir qu'ils ont 16 ans de différence, le roi étant plus jeune. Et à ce moment-là, Molière, non plus le Poquelin du matin, mais Molière de l'après-midi, devient le grand frère. Mais Molière, à qui tout réussit, est loin de s'imaginer qu'un événement inattendu risque de tout compromettre. En mars 1661, Molière et sa troupe voient débarquer au Petit Bourbon des démolisseurs envoyés par Ratabon, surintendant du bâtiment chargé d'agrandir le palais du Louvre. Molière n'a donc plus de théâtre. Heureusement, à sa demande, Louis XIV le reloge au Palais Royal, dans une salle construite 20 ans plus tôt par Richelieu dans son palais cardinal. Qu'est-ce que Louis XIV ne ferait pas pour son Molière? Une scène illustre à merveille la protection accordée à Molière par Louis XIV. Elle est rapportée dans les mémoires de Madame Campan, première femme de chambre de Marie-Antoinette, qui la situe au petit lever du roi, sans doute au début des années 1660. Ce matin-là, Louis XIV est comme d'habitude seul à sa table, sous le regard des courtisans.
Soudain, un valet lui apporte une nouvelle surprenante. À l'office, on a refusé de servir Molière, son valet tapissier. Comment ça, on ne veut pas le servir? Faites-le venir à ma table. Louis XIV, apprenant que Molière aurait été un peu méprisé, négligé, ostracisé lors d'un repas pris par l'ensemble des valets de la Chambre dans le grand commun, eh bien, aurait dit à Molière comment, devant toute la cour, on vous méprise, eh bien, asseyez-vous près de moi et partagez mon repas. Monsieur Molière, asseyez-vous. Molière à la table du roi. Cela paraît impensable, et cela appartient sans doute à la légende. Mais on imagine ce que peut ressentir un comédien que l'on invite là où personne n'a le droit de s'asseoir. Cette scène a inspiré les peintres du XIXe siècle. On y devine une cour sidérée et un Molière très intimidé. Louis XIV aurait lui-même fait servir son valet. Vous pouvez servir du vin, s'il vous plaît. Autour du roi, on chuchote, on conspire déjà. Et la jalousie des courtisans ne tarde pas à se manifester. Un jour, Molière arpente le palais du Louvre. Il se sent bien, le roi veille sur lui et rien ne peut lui arriver. Il croise un aristocrate, le duc de la Feuillade, qui semble vouloir le féliciter pour ses récents succès auprès de Louis XIV. Mais la scène prend vite une autre tournure. Au lieu de le saluer comme tout gentilhomme, le duc empoigne Molière et tente de frotter violemment son visage contre les boutons de sa veste. Molière réussit à se dégager. Il semble blessé. Cette humiliation, symbolique de la guerre sans merci qu'on se livre à la cour, est rapportée au XIXe siècle par des biographes en plein romantisme. On a perdu le sens de ce que faisait Molière à la cour. C'est-à-dire, non seulement il était un artiste, mais à côté, il était valet de chambre, tapissier. C'est-à-dire qu'il faisait partie de la maison du roi. Mais jamais personne n'aurait touché un officier de la maison du roi. En dépit de ses détracteurs, Molière a désormais quartier libre auprès du roi. Pour sa nouvelle grande fête dans les jardins de Versailles, les plaisirs de l'île enchantée, Louis XIV le nomme grand ordonnateur des spectacles. Et Molière va s'en donner à cœur joie. Mai 1664, pour cette grande fête qu'organise Louis XIV, le château de Versailles n'est absolument pas celui qu'il est. Il sera inauguré en 1685. Molière meurt en 1673. C'est vous dire qu'il ne l'a jamais connu. Alors qu'est-ce qu'il a connu? Il a connu un relais de chasse qu'avait fait construire Louis XIII, qui correspondait à peu près aux 3/4 de cette grande façade, entourée de fossés. Et il y a les jardins qui commencent à être dessinés par le nôtre. La fête doit être somptueuse. Molière a donc préparé pas moins de 4 pièces peaufinées à l'extrême. C'est à l'emplacement du futur bosquet des Rocailles, l'un des plus majestueux imaginés par le nôtre, que le spectacle commence. Donc cette fête va être considérable. On ne va pas faire un jour de fête, ni une soirée de fête. On va faire 8 jours de fête, dans un cadre absolument incroyable. C'est-à-dire une course de dagues pour les hommes. Il va y avoir la visite de la ménagerie pour les femmes. Il va y avoir Molière qui arrive en bouffon, Molière qui est moron et qui va faire rire tout le monde. Molière joue un rôle très, très important dans cette fête et va donner notamment une princesse d'Élide pour aussi flatter le roi, puisque dans cette princesse d'Élide, il y a un adultère et le roi se trouve un peu conforté dans cet adultère. Officiellement, cette fête est pourtant organisée en l'honneur de la reine-mère et de l'épouse de Louis XIV. Mais en réalité, le cœur du roi est ailleurs. Tout le monde a pensé que c'était aussi pour célébrer les amours du roi pour Mademoiselle de la Vallière, qui était sa maîtresse en titre. D'autant plus que celui qui conçoit ça, le duc de Saint-Aignan, est un peu son maquereau, il faut le dire. Hein, c'est lui qui lui rabat des femmes chaque jour dans son lit, ou chaque soir dans son lit. Et c'est à travers lui que se développe cette véritable conception d'une religion de l'amour qui est pratiquée à la cour. La princesse d'Élide, c'est quoi? C'est l'envie d'aimer. C'est une magnifique ode à l'amour pour permettre de rappeler à la cour que la jeunesse, la tendresse, le printemps et l'ivresse, c'est ça aussi, le règne de Louis XIV. La fête est un triomphe. Plus de 600 invités. Les plus assidus restent une semaine entière
et dorment dans leur carrosse. Molière, lui, réserve encore une surprise à Louis XIV et elle va faire couler beaucoup d'encre. Nous voici dans les coulisses de la Comédie Française, qui n'est pas surnommée la Ruche pour rien. Elle regroupe 400 salariés, 70 métiers et propose chaque année 25 spectacles fabriqués dans des ateliers comme celui où je me trouve, l'atelier des costumes. Je suis maintenant avec Sylvie Lombard, qui est directrice de l'habillement à la Comédie Française. Absolument. Bonsoir Sylvie, merci de nous recevoir. Alors comment s'organise la fabrication des costumes pour les comédiennes et les comédiens du Français? C'est au fond comme un atelier de haute couture. Ah, complètement. Ah oui? Ah oui, aussi bien pour les costumes femmes que pour les costumes hommes. Mais alors, ce qui est fou, c'est qu'avec le jeu de l'alternance du répertoire, vous fabriquez combien de costumes par an? On est sur une moyenne de 200 costumes fabriqués dans les ateliers, mais aussi nous utilisons les réserves de costumes pour les costumes de répétition, par exemple. Mais dis-toi, je crois que la tradition veut que pour chaque costume, on mette le nom du comédien ou de la comédienne, et puis il y a la marque, si je puis dire, l'estampille de la Comédie Française. Les étiquettes de la Comédie Française. On le retrouve comme ça dans des costumes justement anciens. À l'avant même qu'il y ait les étiquettes, sur les plus anciens, on retrouve des tampons à l'encre à l'intérieur. Oui. Où il y a à la fois le numéro explique où on doit le ranger, à quelle époque il a été fabriqué. Donc on a comme ça un historique incroyable à l'intérieur même des costumes. Et c'est toujours très émouvant de découvrir ça. Ah, c'est fou. Mais alors, ce qui est incroyable, c'est qu'à l'époque de Molière, eh bien, les comédiennes n'avaient pas la chance que la Comédie Française leur offre les costumes. Chacun devait avoir son propre costume. Et ça, jusque fin 19e siècle, le métier de costumier n'existait pas. Et les comédiennes allaient chez les grands couturiers s'habiller. Et on peut raconter aussi une petite anecdote. C'est ce qui obligeait certaines comédiennes à avoir des vieux marquis très riches comme protecteurs aussi, hein. Oui, d'autant que les vêtements étaient très chers. Très chers. Merci beaucoup Sylvie Lombard et merci de nous avoir accueillis dans votre atelier de l'habillement. Avec grand plaisir. Des costumes, des robes et des livrées étincelantes et luxueuses, aux perruques, en passant par les décors et la mise en scène, Molière ne néglige aucun détail pour plaire au roi, dont la protection lui est acquise. Mais à Versailles, en 1664, il va découvrir qu'elle a des limites et qu'il ne peut pas tout se permettre. Versailles, 12 mai 1664, la grande fête de Louis XIV se poursuit. Molière est surexcité. Il va enfin jouer au roi la pièce dont il lui a expliqué l'intrigue quelques jours plus tôt. Une comédie qui moque les dévots, ces adversaires du plaisir tant recherchés par le jeune souverain. Pour Molière, le pari est audacieux. Il va mettre sur la scène la satire de ce qui est au cœur de la pratique religieuse de l'Église catholique en France, c'est-à-dire la dévotion. La vie dévote, c'est quoi? C'est rester laïque, vivre dans le monde, être marié, avoir des enfants, vivre dans le monde, mais en Dieu. Et comment faire pour vivre en Dieu tout en restant dans le monde? Il faut prendre un directeur de conscience. Mais le problème, c'est que ce directeur de conscience, il aime bien la bonne chair, il aime bien les plaisirs. Et puis quand la belle Elmire apparaît, il ne résiste pas, il craque en quelque sorte et il s'ouvre à elle. Pourquoi le démasquer? Parce que du coup, désormais, il est tombé dans l'hypocrisie. D'où le titre de la première version de la pièce, Tartuffe ou l'hypocrite. Molière s'aventure là dans une zone presque interdite puisqu'il met en scène la religion, ce qu'il ne s'est jamais fait auparavant. Molière observe. Il pense avoir gagné la partie. La pièce va plaire au roi, le roi va rire. Mais dans l'assistance, certains ont du mal à cacher leur malaise, et Molière s'en rend compte. Les hommes d'église qui accompagnent le roi ne supportent pas de voir comment Molière caricature l'un des leurs. Son portrait satirique va lui attirer des problèmes. Et le lendemain matin, à 5 h du matin, le roi est parti pour Fontainebleau, laissant seul Molière face à la cour. Et au sein de la cour, il y a ce rempart noir. Ce rempart noir,
c'est la Compagnie du Saint-Sacrement, la société secrète des dévots qui ne souhaite pas en rester là. Ils se plaignent directement à Anne d'Autriche, la mère de Louis XIV. Le roi fait ce qu'il veut, mais il peut pas froisser maman. Et donc le roi, pour des raisons de politique religieuse générale, doit dire à Molière de ne pas jouer cette pièce. Après avoir applaudi à la pièce, il va accepter l'interdiction qui sera prononcée. Les dévots se déchaînent. L'un d'eux propose même de brûler Molière. Alors terrible, imaginez-vous que l'archevêque de Paris excommunie toute personne qui ira voir la pièce. Il est en train de dire que l'enfer s'ouvre sous vos pieds si vous rentrez au théâtre pour aller voir cette pièce. Molière, la star de son temps, découvre qu'il n'est que Jean-Baptiste Poquelin, un auteur entouré d'ennemis. Pendant des années, Molière sera invincible. Molière, pas Poquelin. Il est redevenu Jean-Baptiste Poquelin. Et Jean-Baptiste Poquelin, depuis des années, on veut sa peau. Au moment de la cabale des dévots, on peut dire de Molière qu'il est un homme en danger. Et s'il ne bénéficiait pas de la protection personnelle de Louis XIV, c'est un homme qui probablement aurait pu faire les frais de ses prises de position. Molière est abasourdi. Il ne comprend pas pourquoi cette violence se déchaîne contre lui. Les marquis, les précieuses, les cocus et les médecins ont souffert doucement et ont fait semblant de se divertir. Mais les hypocrites se sont tous armés contre ma comédie, avec une fureur épouvantable. Pendant 5 ans, Molière doit se battre pour faire jouer son Tartuffe. Il est miné par cette affaire. Elle l'empêche de dormir. La nuit, il tourne dans son lit en vain et finit par se relever pour reprendre encore et encore le texte de sa pièce. Mais pas question d'en changer le sens, ni de se soumettre. Vous voyez bien qu'il refuse de s'intégrer d'une certaine manière. Il y a là, sans doute chez lui, la volonté de corriger les mœurs. Molière va réécrire sa pièce, il va en changer le titre, Tartuffe ou l'imposteur. Donc ça change, c'est un laïc, ce n'est plus un religieux. Il va essayer d'atténuer la critique contre l'Église. Malgré cela, eh bien, la pièce va être interdite par Monseigneur Ardouin de Péréfixe. Donc, sentence qui tombe. Terrible. Hors de lui, Molière fait porter au roi une demande expresse pour pouvoir enfin jouer une version remaniée de son Tartuffe. C'est une chose bien téméraire à moi que de venir importuner un grand monarque au milieu de ses glorieuses conquêtes. Mais dans l'état où je me vois, où trouver, sire, une protection? Molière va même envoyer 2 comédiens, Lagrange et Latoriguère, au camp de Lille, puisque Louis XIV est en train de faire la conquête des Pays-Bas espagnols. Est-ce que vous imaginez l'importance de l'affaire? Le roi est à la guerre. Vous imaginez aller sur le front à Verdun pour aller apporter l'autorisation de jouer votre pièce de théâtre quand vous vous appelez Feydeau? Ça semble disproportionné comme histoire. Louis XIV n'a pas le temps de s'occuper de ses affaires. Il dit, bon, on verra à mon retour, on s'en occupera. Mais en fait, il faut céder. Et il n'est pas possible d'accepter cette pièce de cette façon. Molière le sait bien. Un comédien ne peut être la priorité d'un roi. En réalité, au XVIIe siècle, un comédien n'est rien. Le comédien, c'est le personnage infréquentable. C'est celui qui, par la nature même, par la fausseté même de son rôle, devient un ennemi de la société. Depuis toujours, l'Église chrétienne a ostracisé, a rejeté les comédiens. Dans le droit canon du Moyen-Âge, ils sont déclarés comme infâmes. Infâmes au sens propre du terme, c'est-à-dire sans réputation. Du coup, ils n'ont pas le droit de témoigner en justice, par exemple. Ce qui fait que lorsqu'un comédien va mourir, s'il veut être enterré en terre d'église, donc recevoir les derniers sacrements, l'extrême-onction, il faut qu'il renie le métier du comédien. C'est-à-dire qu'il abjure le métier du comédien, qu'il jure sur son lit de mort que jamais plus il ne sera comédien. Malgré les attaques incessantes de l'Église,
Molière va finir par jouer son Tartuffe en public. Mais cette bataille l'aura plongé dans la dépression. On le dit écœuré par la nature humaine. Il y a un pessimisme qui règne dans le XVIIe siècle sur la nature humaine. Il y a ce catholicisme qui est de plus en plus puissant, et il y a la cour qui ridiculise tous les gens, et il y a la grande tradition des moralistes géniaux qui voient comme le cœur de l'homme est plein d'ordures, disait Pascal, c'est-à-dire une vision de l'homme assez pessimiste qui, moi, évidemment, me touche énormément. Le misanthrope, c'est la mise en abîme, d'abord d'une amitié, comme dit Jouvet, Alceste et Philinte. Il y en a un qui est un caricatural, un rebelle inadapté, il s'appelle Alceste, il veut pas de la société comme elle est. Et Philinte est l'intelligence, l'adaptation, c'est le génie de comprendre que la société est comme ça, qu'on ne la changera pas, et que si tout le monde disait la vérité, en une seconde, il y aurait le chaos dans la société. Il faut toujours imaginer, avant la première phrase d'un auteur, qu'est-ce qu'il s'est passé 20 minutes ou 1 heure avant. Il s'est passé qu'ils ont été à un cocktail. Il y a un Jack Lang de l'époque qui a dit beaucoup de bien à Philinte. Et Philinte va voir Alceste et lui dit « Bon, je me suis fait, tu peux pas t'imaginer, il m'a rasé, c'est un fâcheux. Mais comment s'appelle-t-il ? Je me rappelle plus. J'ai dû supporter son laïus épouvantable. » Et là, l'autre s'en va dans un état de haine, quitte le cocktail, arrive comme un fou, et l'autre va lui dire « Toutes les semaines, tu me fais une scène. Qu'est-ce qu'il y a encore ?» En réalité, c'est « Qu'est-ce donc ? Qu'avez-vous » Et l'autre répond « Merde. » Tu m'entends? Merde! Bon, merde! Mais, merde! Qu'est-ce donc? Qu'avez-vous? Faut qu'arriver à nourrir le laissez-moi, je vous prie, laissez-moi, je vous prie, par un merde intérieur. L'autre dit, oh, mais encore, dites-moi quelle bizarrerie. Merde! Laissez-moi là, vous dis, je te dis, je veux pas te parler. Et courez vous cacher. On entend les gens au moins sans se fâcher. Moi, je veux me fâcher. Et ne veux point t'entendre. Dans vos brusques chagrins, je ne puis vous comprendre. Et quoi qu'ami, enfin, je suis... Moi, votre ami. Mais, riez cela de vos papiers. J'ai fait jusqu'ici profession de l'être, mais après ce qu'en vous je viens de voir paraître, je vous déclare net que je ne le suis plus, et ne veut nulle place en des cœurs corrompus. Il s'approche, hein. Je suis donc bien coupable, Alceste, à votre compte. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Par ta main. Allez, vous devriez mourir de pure honte. T'entends l'excès? Vous devriez mourir de pure honte. Une telle action, il a simplement dit bonjour à un ministre, hein. Une telle action ne saurait s'excuser, et tout homme d'honneur s'en doit scandaliser. Vous accablez un homme de caresse et témoignez pour lui les dernières tendresses de protestations, d'offres et de serments. Vous chargez la fureur de vos embrassements, et quand je vous demande après quel est cet homme, à peine pouvez-vous dire comme il se nomme. Là, c'est du génie, ça. Écoutez bien. Ah, merde, Philinte, tu commences à me gonfler. Quittez toutes ces incartades. Le monde, par vos soins, ne se changera pas. T'as pas l'ego de penser que tout seul, tu vas changer tout. Le monde, par vos soins, ne se changera pas. Et puisque la franchise a pour vous tant d'appât, je vous dirai tout franc que cette maladie, partout où vous allez, donne la comédie. La comédie. Encore un sujet d'inquiétude pour Molière. Car sa troupe, que Louis XIV a maintenant fait troupe du roi, reste toujours à la merci des coups bas de ses concurrents de la tragédie. Même si Molière sait leur répondre comme personne. Molière est un imitateur hors pair qui réserve ses plus grands numéros à sa tête de Turc, Montfleury, vedette de la troupe rivale de l'Hôtel de Bourgogne. Il se moque à plaisir de ce tragédien classique qui guette les applaudissements après chaque déclamation et ricane sur sa forte corpulence. Qu'on se le dise, Molière ne ménage pas ses ennemis. Mais en retour, il doit s'attendre lui aussi à toutes les attaques. Parmi les tragédiens, Molière est également fâché avec Racine, qui a d'abord réclamé ses services avant de le trahir. Racine, très ambitieux personnage aussi, se rend compte que Molière n'est peut-être pas le meilleur moyen de progresser dans l'esprit du roi. Et tous les coups sont permis.
Un jour de 1665, la divine marquise du Parc se prépare pour une répétition. Elle reste la plus belle comédienne de la troupe de Molière, malgré la perte récente de son mari. Molière a toujours été sensible à ses charmes. Ce qu'il ne sait pas, c'est qu'elle attend un visiteur, l'homme qui est devenu son amant. Mauvaise surprise, il s'agit de Racine. Il n'est pas le bienvenu. Mais s'il vient ainsi braver Molière, c'est pour débaucher sa comédienne. Et il réussit à proposer à la Duparc de quitter Molière et de devenir l'actrice vedette de l'Hôtel de Bourgogne, où elle jouera bientôt Andromaque. Molière est atterré. Alors, fureur absolue de Molière, qui est très jaloux, et la querelle sera très profonde, et jamais il n'y aura une réconciliation entre Racine et Molière. Mais Molière n'est pas brouillé avec tous les tragédiens. Rouen, été 1658. Depuis quelques semaines, Molière vient régulièrement travailler dans un appartement de la rue de la Pie. Son propriétaire n'est autre que Pierre Corneille. Le grand Corneille que Molière admire et dont il a souvent joué les pièces en province. Recevoir les conseils du maître, le comble de joie. Mais pourquoi est-il là exactement? L'énigme reste entière. Est-ce que c'est là que serait née une entente secrète, un pacte, selon lequel Corneille donc serait le véritable auteur des pièces de Molière? L'histoire nous vient de Pierre Louis, qui en 1919, dans 2 revues, Le Temps et Comédia, publie 6 articles pour dire que c'est Corneille qui a écrit toutes les pièces de Molière. Et quand on lui demande des preuves, il dit « Tous ceux qui me demandent des preuves ne sont que des crapauds ». Pierre Louis, un écrivain qui a déjà été l'auteur de plusieurs canulars, il faut le dire. Jamais personne n'avait eu la moindre esquisse d'idée, d'affirmation, de tout ça, que c'est Corneille qui a écrit la plupart des grandes pièces de Molière. Et Pierre Louis a des adeptes. La rapidité avec laquelle Molière a embelli son écriture après son passage chez Corneille à Rouen leur paraît suspecte. Jusqu'alors, il jouait des farces grossières, comme Gorgibus dans le sac, la farce du Barbouillé, des choses comme ça. Et d'un seul coup, il se met, donc quelques mois plus tard, après être passé chez Corneille, il se met à écrire dans la langue la plus pure du XVIIe siècle. Voici le genre de texte qu'écrit Molière au début de l'année 1658. « Moi, médecin, monsieur, je suis prêt à faire tout ce qu'il vous plaira, mais pour faire le médecin, je suis assez votre serviteur pour n'en rien faire du tout, et par quel bout m'y prendre, bon Dieu ?» Et la même année, quelques mois plus tard, voilà ce que vous avez, si bien que pour savoir si ces soins amoureux ont sujet d'espérer quelques succès heureux, je viens vous consulter, sûr que de votre bouche, je puis apprendre au vrai le secret qui vous touche. Cette transfiguration, elle est inexplicable, elle n'a jamais existé dans aucune œuvre. Chez aucun auteur de la littérature, vous trouverez une transfiguration de cet ordre. Eh bien, pour expliquer ça, les biographes nous disent, c'est le miracle Molière. Il se trouve que moi, j'ai du mal à croire au miracle. Pour trancher la question, faute de preuves, on a fait entrer Molière dans la matrice. Depuis 20 ans, les études scientifiques se succèdent pour démontrer que Corneille a écrit à la place de Molière. Mais la dernière en date, publiée en 2019, dit le contraire. La méthode utilisée est assez complexe. Il s'agit de transformer des textes de Molière, de Corneille et d'autres auteurs de leur temps en données informatiques et de comparer. Ce qu'on voit ici, c'est le résultat d'une analyse statistique qui a classé les textes, un petit peu comme on classerait les différentes espèces animales dans leurs relations entre elles. Et on voit des groupes qui émergent, on appelle ça des clusters, qui correspondent aux œuvres des différents auteurs. Et on voit ici un groupe qui est celui des œuvres de Molière, qui se distingue très nettement des œuvres de Corneille, qui sont tout à l'autre bout de cette analyse. On voit bien la distance qui sépare ici les œuvres attribuées à Molière, que l'on voit en vert, et celles attribuées à Corneille, en rouge, à l'autre extrémité du graphique.
Il y a une forme d'empreinte digitale stylistique qui est propre à chaque individu et qui dépend des fréquences avec lesquelles il utilise les mots de la langue. L'empreinte digitale de Molière lui est propre et en tout cas n'est pas du tout la même que celle de Corneille. L'unique pièce officiellement signée Corneille et Molière en 1671, c'est Psyché, du théâtre et des ballets, un genre dans lequel Molière est passé maître, pour le plus grand bonheur de son roi. Nous accédons maintenant à la salle Richelieu, qui est le théâtre de la Comédie Française depuis 1799. Elle a été conçue par Victor Louis sur le principe du théâtre à l'italienne, avec cette forme de fer à cheval, mais aussi ce savant mélange de boiseries dorées, de damas rouges, qui sera agrémenté d'un plafond peint par Albert Bénard et d'un imposant lustre de 140 ampoules. Mais ce qui frappe ici, c'est cette atmosphère si particulière, presque sacrée, une sorte d'intimité feutrée. D'autant qu'ici, les plus grands comédiens, les plus illustres, se sont succédés sur cette scène. Sarah Bernard, Jacques Charron, Louis Seigné, Michel Aumont, ou encore, plus récemment, Isabelle Adjani, parmi tant d'autres. Bonsoir Biramba. Bonsoir. Vous êtes l'un des plus jeunes pensionnaires de la Comédie Française, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. C'est une histoire extraordinaire qui vous a conduit jusqu'ici. Tout a commencé par un poème que vous avez récité dans une... C'est ça. Racontez-moi. Alors c'était au collège Cervantes à Vernon. Et pareil, en fait, je faisais comme tous les enfants font, on faisait un poème devant la classe. Je me suis amusé à faire tous les personnages, etc. Et puis la prof de français m'a dit « Tu devrais t'inscrire au club théâtre ». Du coup, je m'y suis inscrit. Et là, c'était la révélation, à la première représentation surtout. Et je me suis dit, mais c'est ça que je veux faire. Qu'est-ce que vous avez ressenti pour la première fois que vous avez joué ici? C'était assez incroyable, où là, je me suis vu dans le public, enfant, en voyant cette salle, et en me disant qu'un jour, j'allais y être. Et là, je me suis dit, ça y est, maintenant, c'est moi, je suis parmi cette troupe et je suis devant le public. Et là, c'est fort, hein, c'est très, très fort. Notamment, vous avez brillé dans les Fourberies de Scapin. Ouais. C'était un moment particulier? Ah bah, jouer les Fourberies de Scapin dans la maison de Molière, c'est, en termes de sens, il n'y a pas plus fort, en fait. Et j'ai l'impression d'être tout simplement un maillon d'une chaîne, en fait, qui ne se termine pas, et de se dire que les prochaines générations aussi vont continuer de jouer ces personnages-là, avec leur époque aussi. Merci beaucoup, Biramba. Merci beaucoup. Et bonne continuation. Merci. Au-delà du rire qu'il sait provoquer, Molière est un maître dans l'art du divertissement. Pour éblouir le roi et sa cour, il a même inventé un genre, la comédie-ballet. Aux côtés d'un autre Jean-Baptiste, génie de la danse et de la musique, je veux bien sûr parler de Jean-Baptiste Lully. L'association Molière-Lully, c'est un enchaînement de succès inoubliables, mais aussi le choc de deux ambitions, prêtes à tout pour remporter les faveurs de Louis XIV. Château de Vaux-le-Vicomte, été 1661. Pour la première fois, Molière travaille en duo. C'est la plus grande association artistique du XVIIe siècle. Deux Jean-Baptiste, le compositeur italien Lully, le dramaturge français Molière, ensemble pour éblouir un roi soleil. L'enjeu est énorme, une fête gigantesque donnée par le propriétaire du domaine, Nicolas Fouquet, surintendant des finances de Louis XIV. Pour l'occasion, Molière a écrit une comédie et cherche l'inspiration avec Lully pour y inclure une chanson. Chacun cherche à épater l'autre. Ce sont deux génies, les deux Jean-Baptiste. Deux aventuriers aussi. C'est-à-dire que Lully, il est prêt à tout, et puis Molière, il est prêt à tout aussi. Molière était très musicien. Du côté Cressé, sa mère, tout le monde jouait du violon. Donc ils sont vraiment à haut niveau. La collaboration donc entre ces deux génies va marcher pendant très longtemps parce que chacun rivalise au fond d'ambition. C'est quelque chose de très créatif. Ils ont de la valeur, ils connaissent leur valeur. Et ils ont l'un et l'autre une capacité d'expression qui est très singulière. Molière fait toutes les grimaces, Molière imite beaucoup, il imite tous les accents.
Lully, il sait jouer de tout. Il est au clavecin, il est au violon, il écrit pour les chœurs, il écrit à la fois de la danse badine, mais il écrit aussi de la musique sacrée. Donc à deux, ils vont aller très très vite et très loin. Et le roi est enchanté puisque ce sont ces deux personnages qui, dans sa jeunesse, représentaient au fond l'art théâtral et l'art de la danse qu'il a réussi à unir. L'union de Molière et de Lully commence à prendre forme quelques semaines plus tôt. On est donc dans le Salon des Muses. Salon des Muses qui a été la Chambre des Muses, puisque chambre d'apparat de Nicolas Fouquet. On est en 1661, juillet. Le château n'est pas fini. Il doit y avoir encore des artisans, des ouvriers qui vaquent aux derniers préparatifs à une fête qui va avoir lieu quelques semaines plus tard. En préambule, Molière joue sur cette estrade une première pièce pour Nicolas Fouquet et ses invités. Fouquet était un amoureux des arts. Il utilise déjà Vaux-le-Vicomte comme, j'allais dire presque un outil de propagande pour dire quel goût il a, quelle puissance et influence il a envers les arts, envers les artistes qu'il va donc pensionner. Et Molière fera partie de cette troupe qu'il entretient autour de lui et va être un ami proche de Fouquet. Ici, le théâtre est partout, même dans le mobilier. Donc là, j'aimerais bien vous montrer ce meuble. Il s'agit d'un cabinet essentiel dans une chambre d'apparat où le maître des lieux va montrer sa richesse, sa culture. J'aimerais, avec vous, l'ouvrir et tout de suite remarquer qu'à l'intérieur, on a tout simplement un théâtre. On a un théâtre en perspective, avec des trompe-l'œil, d'une préciosité et d'une finesse extraordinaire. On a cette balustrade qui est faite en os, ces colonnes torsadées en bois peint. Ce cabinet, ce qui est le plus important, c'est de savoir qu'il est français, qu'il est du XVIIe siècle. Et c'est un meuble typique, classique, pour cacher des choses. Quel bonheur finalement d'avoir face ou à côté de l'estrade où a joué Molière, un théâtre et un décor antique, très classique de l'époque. Tout est en place pour le grand jour. Un mois plus tard, Fouquet reçoit Louis XIV et sa cour. Et cette grande fête n'est pas qu'une affaire de théâtre. Toute la cour se déplace depuis Fontainebleau. 400 carrosses environ qui arrivent dans cette grande plaine. Fouquet leur fait visiter le château magnifique qu'il a fait construire. Et il fait passer le roi dans son cabinet de travail. Et sur le bureau, il y a une bougie qui éclaire, un portrait, celui de Mademoiselle de la Vallière. On apprendra plus tard que Fouquet avait proposé de l'argent à Mademoiselle de la Vallière pour avoir ses faveurs. Prendre la maîtresse du roi pour une pute, c'est pas beau. Le roi est fou de rage. Il va pouvoir se calmer qu'au moment des fâcheux. Les fâcheux. Tel est le titre de la pièce que Molière décide de jouer pour l'occasion. Et c'est dans les jardins, dans ce théâtre de verdure, que va se dérouler la représentation. On se trouve ici au Grille d'eau, quelques centaines de mètres du château, et ces terrasses qui vont accueillir les fâcheux. Molière va jouer les 9 fâcheux, donc 9 personnages différents. Et pour donner du temps à ces personnages de changer de costume, il va y avoir des intermèdes musicaux, avec une musique de Lully et de Beauchamp. On a déjà les meilleurs artistes du XVIIe siècle. On a une actrice absolument incontournable à cette époque, Madeleine Béjart, qui va sortir d'un coquillage, nue, avec des arbres qui vont la regarder et qui vont s'approcher vers elle. On est en face des premiers effets spéciaux. On est vraiment, les gens sont
ébahis devant tant de surprises. Et c'est comme ça que la musique intègre le théâtre et on a cette première comédie-ballet écrite à Vaux-le-Vicomte ce 17 août 1661. À l'issue de cette grande fête, Fouquet sera disgracié. Molière, lui, s'est trouvé un nouveau compagnon de jeu, ce Florentin qui a entamé son irrésistible ascension au service de la cousine germaine de Louis XIV. Lully, le baladin Lully, qui est arrivé à 14 ans dans la cour de la Grande Mademoiselle. La Grande Mademoiselle le trouve tellement laid qu'elle va le reléguer aux cuisines. Et puis le petit Lully qui va se passionner pour les violons de Mademoiselle, devenir très rapidement le chef des violons de Mademoiselle, compositeur, parolier, jouant du violon lui-même, dansant, un homme qui a énormément de qualités, mais aussi énormément de défauts. Très ambitieux, colérique. L'impétueux Lully réussit à entrer au service de Louis XIV et va lui être très utile. C'est Lully qui fait danser le roi en 1653 dans le ballet de la nuit. C'est un type de ballet dans lequel le roi lui-même et les meilleurs danseurs parmi ses courtisans et quelques dames de la cour font des entrées, c'est-à-dire des numéros. Ils sont habillés en soleil, en bohémien, en prince, etc. Et ils viennent danser, voilà. Le roi, c'est pas le menuet comme ça. Hein. Non, il commence par s'étirer, il a des cuisses formidables et il fait le fameux tour du roi. C'est vraiment un danseur professionnel. Hein. En faisant danser Louis XIV, Lully sert, tout comme Molière, un roi à peine remis des 5 ans de fronde qui ont fait vaciller son trône. Cette volonté de rapprocher les deux hommes se comprend parfaitement dans le sens d'une politique royale de mainmise sur les arts. Avant la mort de Mazarin, Louis XIV ne peut pas s'occuper de la haute politique, des relations, des affaires étrangères et autres. Donc c'est son domaine réservé et Molière est là au centre du domaine réservé avec Lully. Molière et Lully travaillent à toute vitesse. À l'été 1665, Louis XIV leur commande un divertissement pour une fête donnée en l'honneur d'Anne d'Autriche. Et Molière trouve une idée en un éclair. La reine-mère, très malade, est depuis des mois entre les mains des médecins. Il écrit donc un impromptu sur le thème de la consultation, l'amour médecin. Et Molière le dit, cet impromptu a été proposé, fait, appris et représenté en 5 jours. 5 jours, mais qui écrit aussi vite aujourd'hui? Leur inspiration inépuisable mène Molière et Lully jusqu'à Chambord. Chambord, décor des grandes chasses d'automne de Louis XIV. Le roi s'y plaît tant qu'il va faire réaménager le château initié par François Ier. Aujourd'hui, le théâtre des exploits de Molière et de Lully y a été reconstitué. Nous sommes ici au premier étage du château de Chambord, à l'endroit où Jacques Garcia a proposé une restitution du théâtre, dit théâtre de Molière. C'était un théâtre provisoire que le roi Louis XIV faisait construire lors de ses séjours de chasse à l'automne à Chambord. Alors il faut imaginer que ce théâtre, qui est évidemment un peu plus petit qu'à l'origine, lorsqu'on pense qu'il y avait à la fois les acteurs et évidemment les musiciens, les danseurs également. Et donc, devant la scène, vous aviez les 2 fauteuils du roi et de la reine. Et puis, derrière, il y avait la cour. À Chambord, Molière et Lully s'amusent comme des petits fous. Lorsqu'on évoque Monsieur de Pourceaugnac et cette comédie-ballet donc donnée pour la première fois, créée en 1669 à Chambord, il y a cette anecdote savoureuse de Lully qui, comme on sait, non seulement composait, jouait du clavecin, mais aussi parfois allait jusqu'à faire l'acteur, et qui donc aurait, poursuivi par le médecin et son clister dans cette fameuse scène, sauté dans son clavecin, l'aurait cassé, détruit, provoquant l'hilarité du roi, ce qui prouve sans doute que l'atmosphère de cette pièce et de sa réception était plutôt bon enfant, très comique, ce qui sera assez différent un an après avec la première du Bourgeois gentilhomme. La
La création du bourgeois gentilhomme, ici même, en 1670, revêt une importance toute particulière pour Molière. Il investit financièrement beaucoup dans les costumes, les décors, la mise en scène du bourgeois gentilhomme. Et donc arrive le moment 16 octobre 1670 où il représente la pièce. À la fin, on attend tous, évidemment, lui le premier, la réaction du roi. Or, il n'y en a pas. Louis XIV ne dit pas un mot, il se lève et il quitte la représentation, il quitte la salle. Molière est catastrophé, il passe 5 jours dans sa chambre sans en sortir, dans les affres de l'angoisse. Deuxième représentation, prévue donc 5 jours après, il y va, tremblant, on peut l'imaginer. La pièce se déroule et là, retournement complet. Le roi, à la fin de la pièce, applaudit à tout rompre, lui dit « Molière, en vérité, vous n'avez jamais rien fait qui m'ait autant plu, c'est votre meilleure comédie ». Le rôle du bourgeois gentilhomme a été incarné par les plus grands, comme Michel Serrault, en 1968. Qui vous a fagoté comme cela? Voyez l'impertinente de parler de la sorte à un mamamouchi. Comment donc? Oui, il me faut porter du respect maintenant, et l'on vient de me faire mamamouchi. Que voulez-vous dire avec votre mamamouchi? Mamamouchi, vous dis-je. Je suis mamamouchi. Et puis, c'est aussi, pour Lully, une forme d'apothéose musicale, un tube que toutes les générations connaissent, aujourd'hui encore. C'est un air qui sert évidemment à moquer le turc, mais c'est aussi un air qui est un air majestueux, qui va servir d'une certaine manière à des entrées royales. L'association entre Lully et Molière peut-elle durer? Pas si sûr. Il y a l'ambition de Lully qui porte un titre, lui, celui de surintendant de la musique depuis 1661, alors que Molière n'a pas de titre. Molière, de son côté, semble faire confiance à Lully, comme le montre une scène intime qui se déroule en décembre 1670. Les deux génies se fréquentent aussi à la ville. Et quand Lully a besoin d'un service, c'est vers Molière qu'il se tourne. Molière va prêter 11 000 livres, ce qui est une somme très importante, à Lully pour qu'il puisse construire son hôtel rue Sainte-Anne. Mais derrière les poignées de main amicales, l'ambition est toujours là. Les deux hommes s'entendent bien, mais ils sont vraiment en rivalité. Lully n'a qu'une idée, c'est de marcher sur les plates-bandes de Molière. L'occasion se présente rapidement, et Lully va la saisir. En 1672, il a la possibilité de devenir le maître absolu de la musique en France. Le maestro italien rend une étrange visite à un prisonnier, l'abbé Perrin. L'objet de leur rencontre, le rachat d'un privilège. Quand Lully a obtenu en 72 le privilège de l'Académie royale de musique, c'est tout simplement parce que cette académie existait déjà, que c'était un nommé Perrin qui l'avait. Mais il se trouve que Perrin avait été spolié par ses associés. Il est emprisonné pour dette et il va vendre ce privilège qu'il a obtenu du roi. Et Molière a l'intention de l'acheter. Et Lully, qui a entendu la confidence de Molière, se précipite et achète ce privilège. Donc, il devient maître absolu de l'art lyrique en France. Il va réussir à faire interdire toute autre musique de scène que celle qu'il a signée. Et attention, de façon rétroactive. C'est-à-dire que toutes les comédies-ballets de Molière sont désormais interdites. Donc là, il y a du côté de Molière une très grande frustration, un sentiment que le roi l'abandonne, le sentiment qu'il privilégie Lully à son détriment. Mais Lully va découvrir que Molière est loin d'avoir dit son dernier mot.
je vous retrouve dans ce qui est sans doute l'un des endroits les plus secrets de la Comédie Française. Ici, regardez, c'est un capharnaüm. C'est le paradis des accessoiristes. Il y a là toutes sortes d'objets du quotidien. Ah, attendez, ce panneau m'indique ce qu'il y a ici. Il y a des téléphones, des ordinateurs, etc. Mais je cherche surtout les objets qui sont familiers des pièces de Molière. Allez, voilà, regardez. Ici, vous avez une collection de clistères. Ils ont été utilisés dans les pièces où Molière se moque des médecins. Oui, c'est vrai que Molière avait une peur bleue de la médecine de son temps. On peut le comprendre. Ah ben là, vous avez une collection de pots de chambre pour son malade imaginaire. Et puis... Ah ben là, vous avez l'une des fameuses cassettes d'Harpagon dans la Var. L'une des premières pièces de Molière, que l'on étudie à l'école. On trouve, selon les mises en scène, vous voyez, eh bien, des cassettes de toutes sortes. Le succès de la Var ne s'est jamais démenti au fil des siècles. Pourtant, quand Molière le lance en 1668, le public n'est pas très enthousiaste. Habitué au faste des comédies-ballets, il ne se retrouve pas dans ces 5 actes en prose et sans musique. Mais qu'importe, Molière est un obstiné et ne renonce jamais. Ainsi, après son divorce artistique avec Lully, il retrouve immédiatement l'inspiration en écrivant Les femmes savantes. Les femmes, c'est toute sa vie. Un sujet sur lequel il reste intarissable. On peut même dire de Molière qu'il est bien avant l'heure un féministe. Au cœur du XVIIe siècle, Molière fréquente assidûment avec ses comédiennes les salons à la mode, animés par les grandes dames de l'époque. Ici, avec la star de sa troupe, la du Parc, il observe la maîtresse des lieux, une femme audacieuse qui apprend les lois de la galanterie aux hommes, amusée par tant d'autorité. Dans ces salons littéraires, on participe à l'art de la parole, l'art de la déclamation, l'art de la mise en valeur de beaux textes. Et dans ces salons féminins, eh bien, on voit naître une émancipation des femmes, des revendications, d'égalité, et les femmes prennent des libertés. Ces salons sont le lieu du féminisme avant le XXe siècle. Ce qui se passe, c'est que c'est les dames qui fournissent le sujet de la conversation, c'est les dames qui choisissent leurs invités, c'est les dames qui choisissent les sujets des poèmes qu'on va improviser. Un lieu d'inspiration idéal pour Molière, qui tire immédiatement profit de ce qu'il voit et de ce qu'il entend. L'auteur observe, écrit et teste même ses futures pièces dans ses repères féministes. Un homme de théâtre fait lire ses pièces pour qu'on en parle et pour les faire diffuser. Et donc le salon, c'est quand même l'instance de décision d'une pièce. On sent si elle passe ou si elle casse. On sent si ça va fonctionner ou pas. Molière compose alors des rôles spécialement pour les femmes et les place au devant de la scène au même titre que les hommes. Sur les planches de théâtre, elles trouvent désormais toute leur place. Nous sommes dans un décor typique du théâtre du XVIIe de l'époque, du théâtre baroque, rectangulaire, donc pas du tout encore dans le théâtre à l'italienne, rond. D'ailleurs, on voit ici des tables, des chaises, et puis tout en bois. C'était un décor aussi où le public était proche de la scène et des acteurs, dans le théâtre notamment de Molière. Certains personnages du public pouvaient éventuellement d'ailleurs assister aux représentations sur la scène. Molière comprend très vite que les femmes peuvent être un atout majeur pour ses pièces. Bien plus qu'une source d'inspiration, elles constituent en réalité le socle de son œuvre. Souvent, on a tendance à associer ces premières comédiennes à des courtisanes, à des prostituées. En fait, ce sont avant tout des femmes lettrées, des femmes qui savent lire, qui savent écrire, qui fascinent autant finalement par leur beauté que par leur capacité intellectuelle. Et Molière va même encore plus loin. Non seulement il intègre les femmes dans ses créations artistiques, mais il tient aussi à défendre leurs droits, en levant des tabous. On entend dans ses pièces combien il condamne finalement les excès du patriarcat. Il dénonce la violence masculine, il dénonce dans l'école des femmes la séquestration d'Agnès par Arnolphe, et il le fait avec beaucoup de talent, c'est effectivement poignant. Il dénonce aussi les manipulateurs, comme dans le Tartuffe. Il est avant-gardiste sur la cause des femmes. La femme, elle peut se servir toute seule, elle peut sortir toute seule, et elle peut dire à son mari « ta gueule ». Il met simplement la femme telle qu'on devrait la voir.
c'est-à-dire libre, authentique et comme les autres, quoi. C'est pas une tare d'être une femme. Alors, souvent on dit, mais oui, mais Molière, il écrit les femmes savantes dans lesquelles il se moque des femmes. Mais une femme peut et même doit savoir beaucoup de choses, mais il ne doit pas en faire étalage. Il a d'un côté, il est favorable à l'émancipation, à l'éducation des femmes, mais de l'autre, il se moque des femmes qui vont beaucoup trop loin. Quelle doit être la place des femmes au cours du XVIIe siècle? Molière s'intéresse à cette question et s'interroge. Doivent-elles songer au mariage ou à l'instruction? Et ces deux ambitions sont-elles compatibles? Je ne sais pas ce qu'il pense des femmes, puisque je ne sais pas ce que pense Molière. Mais moi, même s'il était misogyne, je ne m'interrogerais pas. Il serait misogyne, Guitry est misogyne, je ne m'empêche pas de lire Guitry. Bon. Et il y a des gens qui aiment les femmes et on n'a pas envie de les lire. La pièce commence comme ça. Il y a une jeune femme adorable qui dit « Alors c'est bon, tu vas te marier, peut-être avoir un enfant. » Et Armand entend enfant, alors que moi, je rejette tous les hommes. Et crac, elle l'apprend. Et là, Cochet et Henri Tizot nous a fait travailler le quoi pendant 1 an. Il était quoi? Le beau nom de fille est un titre, ma sœur, dont vous voulez quitter. Je viens d'apprendre que vous voulez vous marier, alors que moi, je vire tous les mecs. J'espère que vous n'allez pas me piquer le mien. J'en veux pas, mais je veux pas qu'il aille ailleurs. D'accord? Qu'a donc le mariage en soi qui vous oblige, ma sœur? Fille. Comment? Fille, vous dis-je. Alors la sœur va répondre cette chose étonnante. Le ciel, dont nous voyons que l'ordre est tout-puissant, pour différents emplois, nous fabrique en naissant. Pauvre fille. Et tout esprit n'est pas composé d'une étoffe qui se trouve taillée à faire un philosophe. Si le vôtre est né propre aux élévations où montent des savants les spéculations, le mien, ma sœur, est né pour aller terre à terre. Et dans les petits soins, son faible se resserre. Même elle, qui pourrait être une simple, un peu réductrice, il lui donne toutes les chances. Ne troublons point du ciel les méchantes, ne troublons point du ciel les justes règlements, et de nos deux instincts suivons les mouvements. Vous, du côté habité par l'essor d'un grand et beau génie, les hautes régions de la philosophie, tandis que mon esprit, se tenant ici-bas, goûtera de l'hymen, les terrestres appâts. Ainsi, dans nos desseins, l'une à l'autre, contraires, nous saurons toutes deux imiter notre mère. Vous, du côté de l'âme et des nobles désirs, moi, du côté des sens et des grossiers plaisirs. Vous, aux productions d'esprit et de lumière, moi, dans celles, ma sœur, qui sont de la matière. Quand sur une personne on prétend se régler, c'est par les beautés qu'il lui faut ressembler. Et ce n'est point du tout la prendre pour modèle, ma sœur, que de tousser et de cracher comme elle. On voit bien qu'il y a derrière tousser, il n'y a pas que tousser, hein, que de baiser, il y a baiser derrière, hein, que de tousser et de cracher comme elle. Oh, mais tu m'emmerdes, merde, dit l'autre. Mais vous ne seriez pas ce dont vous vous vantez si ma mère n'eût eu que de ses beaux côtés. Elle y est passée quand même. Voilà. Les premiers succès de Molière lui donnent raison. Écrire sur les femmes et sur leur place dans la société, c'est la garantie d'une salle bien remplie. C'est en mettant les femmes sur scène, en avant, que Molière va triompher. Tous les rôles de femmes deviennent, comme un miracle qui apparaît soudain, une apparition scénique où le public ne se met jamais dans la peau de l'actrice. Il l'admire comme un soleil qui vient l'émouvoir, le faire pleurer, le faire rire, le surprendre. C'est fascinant. Porté par ce succès, Molière aime défendre les femmes à la scène comme à la ville. Au sein même de sa troupe, elles prennent d'ailleurs de plus en plus de place. Charismatiques mais aussi ambitieuses, ces comédiennes n'hésitent pas à rivaliser d'égal à égal avec leurs partenaires masculins. Et Molière est toujours le premier à défendre leurs revendications. En témoigne l'un des derniers vestiges exceptionnels de cette époque, le registre de Lagrange conservé précieusement à la bibliothèque de la Comédie Française. Dans ce journal de bord, Lagrange, homme de confiance de Molière, consigne tous les détails, toute la vie de la troupe du roi.
Au XVIIe siècle, il y a un phénomène très particulier qui est que les hommes et les femmes dans les troupes de théâtre ont les mêmes droits. Et c'est évidemment exceptionnel. Lors des assemblées hebdomadaires, on décide ce qu'on va jouer, on décide aussi des travaux qu'on va mener dans le théâtre, par exemple. Et donc les femmes ont autant leur mot à dire que les hommes. Et puis par ailleurs, cette parité se traduit aussi en espèces sonnantes et trébuchantes, puisque les femmes sont rémunérées comme les hommes, selon un système de répartition de la recette par part. Donc là, par exemple, on est au tout début du registre, en 1658, et il écrit « La troupe était composée de 10 parts, les sieurs Molière, Béjart-Aîné, Béjart-Cadet, Duparc, Dufresne, Debris, Croizac et Mesdemoiselles Béjart, Duparc, Debris, Hervé. » Et donc tous ces comédiens, hommes ou femmes, ont tous la même rémunération. Vous ne le savez peut-être pas, mais au XVIIe siècle, certaines actrices étaient parfois mieux payées que certains acteurs de théâtre. C'est le cas notamment en 1670 de Mademoiselle Beauval, star des planches pour qui Molière a écrit de nombreux rôles. Au sein de la troupe, elle gagne le double de son mari, acteur plutôt médiocre. Le théâtre est donc un espace d'exception dans cette France patriarcale du XVIIe siècle. Parmi les femmes de théâtre les plus respectées de l'époque, il y a bien sûr Madeleine Béjart. Celle qui a transmis à Molière l'amour des planches tient une place fondamentale dans la gestion de la troupe. Et on le voit aussi dans ce registre de Lagrange, puisqu'il mentionne, par exemple, au 20 juillet de l'année 1659, que des vieilles décorations ont été payées à Mademoiselle Béjart. Et quelques semaines après, on a payé des frais à Mademoiselle Béjart et à Monsieur de Molière. Donc en fait, on conçoit dans ces interventions que aussi bien Molière que Madeleine Béjart ont payé en fait des frais pour le théâtre, ont avancé de l'argent et que le théâtre les rembourse. Le fait qu'elles contribuent à payer des décorations, à avancer des frais pour le théâtre montre bien qu'elle avait un rôle prédominant et qu'elle était à l'égal de Molière. Molière est sensible au talent, mais aussi à la beauté des femmes qui l'entourent. D'ailleurs, il succombe régulièrement à leur charme. À l'intérieur même du théâtre de cette époque-là, bien sûr, comme tout responsable de troupe aura des aventures amoureuses avec ses comédiennes. Bon, ça va être un amant incroyable. Il va être parrain 15 fois. Il n'y a pas besoin de faire de commentaires. La star, à l'époque, c'était Molière. Et Molière, il devait avoir toutes les femmes à ses pieds. Il est sensible au beau sexe, c'est indiscutable. Mais est-il pour autant un libertin? Est-il pour autant quelqu'un d'extrêmement volage? Je ne crois pas. Parmi ses conquêtes les plus marquantes, il y a les comédiennes de sa troupe, notamment Catherine Debris, interprète d'Agnès dans l'École des femmes, ou encore la plus belle de toutes, Mademoiselle Duparc. Marie-Thérèse Gorle, dite la Gorla, dite la Duparc. Elle a 1,10 m de jambes. Elle est d'une beauté mais spectaculaire, décrite physiquement dans une des pièces de Molière, dans Le Mariage forcé. Alors elle rentre dans la troupe. Naturellement, tout le monde tombe amoureux d'elle. Mais depuis son mariage avec la jeune Armande en 1662, Molière s'est assagi. Il est même, selon la rumeur, un mari jaloux face aux courtisans de sa bien-aimée, de 20 ans sa cadette. Armande va aimer briller parce qu'elle a les premiers rôles à ce moment-là. Elle est tout le temps mise en scène, mise en valeur par son mari. Et c'est Mademoiselle Molière, on l'appelle comme ça. Elle va peut-être attirer des regards, voire davantage, ce qui va attiser la jalousie et la colère de Molière. Probablement que Molière a mis aussi une part de lui-même dans tous ses personnages, ses cocus, ses femmes aguicheuses. Il a décrit un peu Armande, c'est bien probable. À l'époque, Molière et Armande sont l'objet de tous les fantasmes. Face aux infidélités présumées de cette dernière, il se serait consolé dans les bras d'un jeune homme dont il admire les talents de comédien. Michel Baron, 17 ans, devient son protégé. Sur scène, l'alchimie entre Molière et le jeune baron saute aux yeux. C'est le plus grand auteur dramatique de son temps qui tombe en arrêt devant son futur interprète vedette, en quelque sorte.
Et Michel Baron, c'est un astre incandescent. C'est le Leonardo DiCaprio de son époque. Et donc, c'est vraiment un coup de foudre artistique qui est peut-être aussi un coup de foudre amoureux. Et il tombe, mais sous le charme du jeu de ce gosse qui est vraiment merveilleux, autoritaire, intelligent, drôlatique, subtil. Alors il va le voir, il l'invite chez lui, et le voyant si pauvre de draps, il fait venir son tailleur et fait faire un costume sur mesure pour lui, pour le lendemain. Le tailleur part avec les fringues de Michel Baron pour revenir le lendemain avec des fringues neuves. Bon. Que s'est-il passé dans la nuit entre Michel et Jean-Baptiste? La jalousie d'Armande, relatée par certains biographes, laisse penser que l'histoire entre Molière et Michel Baron aurait dépassé celle d'un maître et de son élève. Écoutez, j'étais pas sous le lit, personne ne le sait. Quand deux personnes ont des rapports physiques mais ne veulent pas que ça se sache, en général, ça ne se sait jamais. Coming out? Pas coming out? Est-ce que c'est pas simplement la nature? La nature qui fait que ce monsieur à 50 ans s'était pris d'un jeune homme plein de talent. Pourquoi pas? Comme toujours avec Molière, le mystère continue de planer sur ses supposés secrets d'alcôve. Nous surplombons ici la cour du Palais Royal depuis la Galerie Haute. Cette passerelle relie le ministère de la Culture, le Conseil constitutionnel, le Conseil d'État et la Comédie Française, que l'on peut rejoindre par cette fenêtre que vous apercevez ouverte là-bas. C'est ainsi que certains conseillers d'État venaient, dit-on, retrouver leur maîtresse parmi les comédiennes du Français. Nous empruntons maintenant la galerie des bustes. Et c'est ici que je vais vous montrer de très rares objets que Molière a touchés de son vivant et qui sont conservés ici, à la Comédie Française. Par exemple, là, vous avez une montre qui a appartenu à Molière. C'est cet oignon en vermeil. Eh bien, Molière l'a reçue en cadeau et elle porte encore l'inscription « Crépi à J.B. Molière ». Et écoutez bien, elle sonne encore. Et puis, là, nous avons son bonnet, porté en scène dans Le Malade imaginaire. De cette pièce, la dernière de Molière, il reste aussi ce fauteuil, où il s'est assis en février 1673 pour entrer dans la peau d'Arcan. Cet ultime chapitre de la vie de Molière est, comme les précédents, nimbé de mystère. Personne n'est vraiment d'accord sur le destin de ce fauteuil ni de son occupant. Certains l'ont imaginé trépassant sur scène. D'autres ont vu dans cette nouvelle comédie-ballet le testament d'un homme se sachant condamné. Ce qui est certain, c'est qu'après la 4e représentation, il a été transporté chez lui, au 40 de la rue de Richelieu. Et il nous suffit d'ouvrir cette fenêtre pour suivre Molière dans ses derniers moments. « 17 février 1673, Théâtre du Palais Royal. Molière semble mal en point. Il vient de lancer sa nouvelle pièce, Le Malade imaginaire, et se prépare pour une représentation. Mais Armande, son épouse, voit bien qu'il ne peut pas monter sur scène. On le dit très affaibli. Il faut dire qu'il pleure depuis plusieurs mois la disparition de Madeleine Béjart, sa complice de toujours et la première femme de sa vie. Armande est très inquiète, car depuis plusieurs jours, son époux crache du sang. Mais pour lui, pas question d'annuler son spectacle. Il va pas bien. Et il répond, j'ai 50 ouvriers à nourrir. Je peux pas faire autrement. Je ne peux pas faire autrement. Il y va. Molière s'habille péniblement. Pour certains, ce n'est pas une surprise. Il serait malade depuis longtemps. Mais est-ce vrai? D'abord, il tousse. Dans l'Avare, on le reconnaît parce qu'il tousse. On le reconnaît à sa toux, Harpagon. Et
On raconte d'ailleurs qu'à un moment, bien avant, on entendait tousser dans les cintres et quelqu'un disait « le voilà ». Et il toussait tout en parlant et tout en disant son texte. Armande sent qu'il présume de ses forces, il en fait trop. À la cinquantaine, Molière a un emploi du temps d'homme d'affaires, auteur, metteur en scène, acteur, directeur de troupe, sans oublier le temps passé à combattre ses ennemis. Il se dépense beaucoup, il travaille beaucoup, il a eu des moments de faiblesse probablement, il s'est arrêté quelques jours, en 1667 notamment, dans sa belle maison d'Auteuil, où il s'isole du reste du monde, mais il ne donne pas l'apparence de quelqu'un qui est malade. Il a des tensions, il voit que le roi s'éloigne de lui, l'entente avec sa femme faiblit, c'est évident. À l'intérieur de la troupe, il y a aussi des rivalités. Tout cela le chagrine, le fatigue. Cette fatigue va-t-elle être fatale à Molière? Ce qui est sûr, c'est qu'il ne se soigne pas car il craint les médecins. Et il y a de quoi. En France, au XVIIe siècle, la médecine n'en est qu'à ses balbutiements. À Tournu, en Saône-et-Loire, l'Hôtel-Dieu, construit en 1661 sur ordre de Louis XIV, permet de s'en rendre compte. C'est un grand centre de soins, avec son apothicairerie d'origine, pensé selon les idées médicales de l'époque. Au XVIIe siècle, on pense que la maladie vient avec la contamination de l'air. Ce qui fait que dans cette pièce, on a un plafond qui a 9 mètres de hauteur, et on a surtout de très grandes fenêtres que les sœurs hospitalières ouvraient très régulièrement. Il faut vous imaginer le courant d'air qui embêtait beaucoup les malades, parce qu'on n'avait pas de chauffage à l'époque. Ce que vous voyez là, le poêle, il date du 19e siècle, et finalement, au XVIIe siècle, on utilisait une bassinoire et une petite chaufferette pour se chauffer. Dans ces lits, les patients dorment par 2, voire par 3, faute de place, ce qui favorise les contaminations. Au XVIIe siècle, on considère qu'il faut répondre à un déséquilibre des humeurs lorsque l'on est malade. Et pour limiter ce déséquilibre des humeurs, on a 2 traitements. Très simples, la saignée, avec cette petite palette à saigner, et on pouvait aussi avoir recours aux fameux sangsues qu'on mettait dans ce pot à sangsues. Et puis, en plus de la saignée, il y avait la fameuse purge, certainement pas le traitement le plus sympathique, vous imaginez bien, avec les 2 clistères que nous avons. Un clistère qui est assez simple, une canule, une pompe dans lequel on mettait le lavement. Et puis, il y a ce très grand clistère qu'on appelle un clistère soi-même. Comme disait l'Académie française à la fin du XVIIe siècle, ça permettait un auto-lavement dans les bas-fondements de l'homme. Et c'est ce fameux clistère dont se moque notamment Molière dans Le Malade imaginaire, puisqu'il a appelé son médecin le fameux Monsieur Purgon. Derrière les lits, une ruelle, réservée aux religieuses qui soignent les malades. Elle permet aussi d'évacuer les corps discrètement, afin de ne pas affoler les patients. En réalité, les médecins de l'époque sont désarmés. Finalement, ils servent à rien. Et ils sont très en retard en France par rapport à la médecine européenne, par rapport aux Anglais, par rapport aux Allemands. C'était toujours le même discours depuis l'Antiquité. Ce discours truffé de mots latins, obscurs, porté par des hommes en noir, qui obtiennent de l'argent de vous à cause de votre peur de mourir. Des hommes en noir, encore. Avec Le Malade imaginaire, Molière vise à nouveau ses cibles favorites. C'est une attaque contre tout ce qui est une confrérie sectaire qui empêche les gens d'évoluer et qui profite des malheurs des gens pour pouvoir s'enrichir. Personne ne peut lui reprocher quoi que ce soit, puisqu'il ne parle que de la médecine. Donc du coup, il peut y aller à fond. Mais s'il y va à fond, c'est avec cette arrière-pensée évidemment constante, qui sait qu'il va être compris par les esprits éclairés, comme quoi la religion et la médecine, c'est le même obscurantisme avec les mêmes hommes obscurantistes. En ce 17 février, Molière donne la 4e représentation du Malade imaginaire. Une pièce où il ne quitte quasiment pas la scène, malgré sa fatigue. Et puis la toux, et puis la voix, et puis la fatigue, et puis paf, il y a une veine qui pète et il se met à saigner. Mais on n'interrompt pas le spectacle. On va jusqu'au bout du spectacle. Dans la peau d'Argan,
il essaie de cacher son état et danse un étrange ballet avec la mort. Et à un moment donné, il fait le mort. Et il dit, n'y a-t-il pas de danger à contrefaire la mort? Est-ce que je peux écrire ça? Et c'est là où Molière est un chef-d'œuvre de littérature. C'est qu'il est capable d'avancer dans son destin. À la chute du rideau, Molière est épuisé. Il dit avoir très froid. On l'emporte dans son fauteuil et on le transporte au plus vite chez lui, au 40 de la rue de Richelieu. Une fois alité, Molière voit son état s'aggraver encore et vit ses derniers instants. Tous les comédiens du monde disent « je vais mourir sur scène comme Molière ». Molière n'est pas mort sur scène. Si, il est mort sur scène. Le personnage, le rôle Molière, il est mort sur scène, comme Charlot est mort dans Le Dictateur. Et Jean-Baptiste Poquelin, il va mourir chez lui. Molière est alité, il demande, on lui met des herbes odoriférantes dans l'oreiller pour qu'il puisse respirer. Il demande un peu de parmesan, on lui donne du parmesan. Et on va chercher un prêtre. Aller à pied d'ici à Saint-Eustache, un 17 février, en fin de journée, il fait nuit, il neige ou il a neigé, c'est juste impossible. Vous mettez 40 minutes, vous vous cassez la figure 20 fois sur le trottoir. Un peu après 22 heures, lorsque le prêtre finit enfin par arriver, il est trop tard. Molière s'est éteint. Mais qu'est-ce qui l'a tué? Pour certains, c'est le surmenage. Pour d'autres, une maladie incurable. En vérité, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il y a eu une épidémie de bronchite, d'infection pulmonaire au sens large, qui a tué des dizaines de Parisiens en janvier-février, et Molière n'y a pas échappé. Épidémie, maladie au long cours, certains ont résolu la question en imaginant tout simplement que Molière n'est pas mort ce 17 février 1673. Molière a été l'objet de tous les fantasmes. On l'a même associé à la plus grande énigme du XVIIe siècle, celle du masque de fer. L'écrivain Anatole Loquin affirme au XIXe siècle qu'à la sortie de sa dernière représentation du Malade imaginaire, Molière est arrêté à la demande des jésuites, à jamais bafoué par son Tartuffe. Il est ainsi mis au secret jusqu'à sa mort en 1703. Avec Molière, on n'est plus à une légende près. Au soir de sa mort, Molière n'a pas reçu les derniers sacrements. Aux yeux de l'Église, il ne peut donc être enterré comme un chrétien. On demandait formellement aux comédiens de renoncer à la profession de comédien. Molière n'a pas pu le faire et ça donne donc le grand embarras au curé de Saint-Eustache. D'un côté, c'est un comédien qui ne s'est pas repenti. De l'autre, c'est un très grand comédien, un homme apprécié du roi, apprécié de la cour, pensionné par le roi. Qu'est-ce qu'on peut faire? Armande Béjart est catastrophée. Son défunt mari, l'illustre Molière, va-t-il finir dans la fosse commune, tel un anonyme? L'intervention de Louis XIV en personne reste son unique salut. Armande va se précipiter au pied du roi, à genoux, et va demander à ce qu'il soit vraiment enterré normalement. Alors, on ne sait pas trop comment réagit le roi. Certains ont dit qu'il avait été assez indifférent, puis après, il était revenu en disant qu'il fallait bien sûr l'enterrer religieusement, mais de façon la plus sobre possible. Et c'est l'instruction qui sera donnée à l'archevêque. Il est 21h, le 21 février 1673, lorsque le convoi mortuaire de Molière emprunte la rue Montmartre, en direction du cimetière de la chapelle Saint-Joseph, à la lueur des flambeaux. Molière, l'homme le plus célèbre de l'époque,
Il aurait dû être précédé par de 20, 30, 40 prêtres. Mais on ne peut pas faire ça à un homme dont tout le monde sait qu'il n'a pas pu recevoir les derniers sacrements. Donc on l'enterre parce qu'il y a des circonstances, mais il faut l'enterrer discrètement, avec 2 prêtres seulement, et de nuit. Alors, on l'enterre, paraît-il, à 6 pieds sous terre. Parce que en dessous de 5 pieds, on n'est plus en terre chrétienne. Qu'est-il advenu par la suite du corps de Molière? Mystère, un de plus. Lors de la Révolution française, on a voulu déterrer les ossements des grands hommes, donc de Molière, pour le mettre au Panthéon. Et on savait qu'il avait été enterré à peu près au milieu du cimetière, et donc on a déterré des ossements et on les a amenés au Père-Lachaise. Voici la sépulture de Molière, qui se trouve dans le même enclos que celle de La Fontaine, au cimetière du Père-Lachaise, en plein secteur romantique. C'est une tombe aujourd'hui qui a une importance capitale, c'est l'une des plus visitées au cimetière du Père-Lachaise. Alors, sur le plan administratif, ce sont les restes de Molière en provenance du cimetière Saint-Joseph qui repose sous ce monument. Le problème, c'est qu'on n'a pas de preuves formelles pouvant attester qu'il s'agit bien des restes de Molière. Donc la plus grande prudence nous invite à utiliser ce terme de reste présumé de Molière. À la mort de Molière, Armande veille sur sa fille, Esprit Madeleine, le seul enfant survivant du couple qui, ironie de l'histoire, devient dévote. Personne ne prend soin, en revanche, des travaux de Molière, réunis dans une malle, objet de tous les fantasmes. L'histoire de la malle, ça se passe à la Comédie Française. C'est un dimanche, on sonne, le concierge ouvre, et il y a un paysan avec une charrette qui dit « J'ai là les papiers de Monsieur de Molière ». Le concierge dit « Revenez demain, il n'y a personne, désolé ». Et le paysan repart avec sa charrette, et il ne reviendra jamais. Et c'est ainsi que les papiers de Molière sont perdus. Aucun brouillon, aucun courrier. À l'exception de quelques quittances signées de sa main, Molière ne nous a transmis aucun manuscrit. Ce qu'il a laissé à Armande, en revanche, c'est de l'argent, car son succès l'a rendue riche. Elle l'utilise pour maintenir à flot la troupe de Molière, jusqu'à ce qu'elle fusionne en 1680 avec l'Hôtel de Bourgogne. Ainsi naît la Comédie Française. Va-t'en racheter mon fils. Oui, monsieur. Mais dis à ce Turc que c'est un scélérat. Oui. Suivant l'ordonnance de Monsieur Purgon, pour expulser et évacuer la bile de Monsieur... 4 livres. Oh, Monsieur Florent, c'est se moquer. Depuis, le répertoire de Molière se transmet de génération en génération. Et pour le 400e anniversaire de son baptême, c'est toute son œuvre qui est à nouveau mise en scène à la Comédie Française. Incontestablement, ces pièces, ces 35 comédies, sont géniales. Elles sont géniales parce qu'elles apportent le génie français. Ce génie français qui est à la fois tout en mouvement, en rire, mais un rire élégant. Molière donne l'impression de traiter l'éternel humain, alors qu'il a génialement traité les comportements dans la société de son temps. Et il nous parle encore. Et on terminera par « Je prends tout doucement les hommes comme ils sont. J'accoutume mon âme à souffrir ce qu'ils font. » Ça, c'est le projet de ma vie. J'y arrive pas, mais je voudrais atteindre. Je prends tout doucement les hommes comme ils sont. J'accoutume mon âme à souffrir ce qu'ils font. Mais tu te rends compte? J'espère que ce soir, nous vous avons aidé à mieux comprendre qui était Molière. Un génie du verbe, resté toute sa vie un observateur avisé des hypocrisies de son temps, mais aussi un serviteur dévoué de son jeune roi. Il n'est pas certain qu'à la fin de son règne, tout en dévotion, Louis XIV eût accordé sa protection à Molière, comme le montre ce dialogue avec Boileau. Dites-moi, Boileau, quel fut le meilleur écrivain de notre temps? Sire, c'est Molière, répond le poète. Je ne le croyais pas, mais vous vous y connaissez mieux que moi. Vous vous en doutez, cette scène est toujours discutée aujourd'hui, comme tout ce qui touche à Molière. Je vous remercie de votre fidélité
Et je vous donne rendez-vous très bientôt sur France 3 pour un nouveau numéro de Secrets d'Histoire. Mais imaginez que je dis, mais c'est un gros con ton ingénieur du son. Je ne le pense pas, je trouve au contraire que vous êtes remarquable. Mais tiens, là je fais du Filinté, je fais du Vadius et du Trissotin. C'est ça de mettre les auteurs dans la vie. Et comme disait notre ami Jouvet, mets un peu de comédie dans ta vie et un peu de vie dans ta comédie. C'est ce que disait Jouvet quand il faisait travailler Molière. Serait-il à propos et de la bienséance de dire à 1000 gens tout ce que de l'on pense? Et quand on a quelqu'un qu'on hait, comme l'ingénieur du son, ou qui déplaît, comme l'ingénieur de l'image, lui doit, ce qui n'est pas vrai, hein, lui doit-on déclarer la chose comme elle est? Oui. Oh,